3 jours. 3 jours entiers sans le moindre bruit d'avion dans le ciel du Sahel. 3 jours où pas une ombre ne glisse au-dessus des terres brûlées. 3 jours où le silence s'abat, dense et lourd. L'air lui-même semble hésiter à circuler, comme si le monde retenait collectivement son souffle. Ce n'est pas une simple panne technique, ni une interruption ordinaire. C'est un vertige, un vide au-dessus des têtes, qui laisse place à l'incertitude, à la crainte, mais aussi à l'espoir d'un basculement. Ce silence, bien plus qu'une absence de trafic aérien, agit comme une parenthèse dans le temps. Il rappelle par sa brutalité les heures sombres de l'histoire du pays, lorsque les communications étaient coupées lors de crises majeures ou que le pays, isolé par des embargos, se retrouvait livré à lui-même. Jadis, durant les périodes de transition politique, ce genre de suspension laissait place à 1000 rumeurs, au doute, à la peur de l'inconnu. Mais cette fois, le silence n'est pas un repli. Il devient le terreau d'une promesse. Puis, soudain, surgit une promesse insensée. Construire ici, sans aide extérieure, à main nue, ensemble. Un pari fou, lancé publiquement, qui bouleverse l'équilibre des forces et les habitudes du pays. Et si le vrai luxe, dans ce pays enclavé, était la cohésion ? Repensons à l'histoire. Dans d'autres nations, des moments similaires ont constitué des tournants. En Corée du Sud, après la guerre, la reconstruction a reposé sur la mobilisation de la population autour de projets phares, comme le Saema Ol Undong, mouvement de villages nouveaux. À Cuba, après la Révolution, l'île a dû se réinventer sans aide, bâtissant routes et écoles avec la seule énergie collective. Le Burkina Faso, aujourd'hui, se retrouve face à un défi du même ordre. Les jours passent, comptés un à un. Pas d'avion, pas de bruit mécanique, seulement le crépitement des idées neuves. Déjà, le tracé du chantier s'étire sur des kilomètres, dessiné sans machine, à la force des bras. Rien n'est encore sorti de terre, mais déjà tout vacille. La peur laisse place à une énergie brute, presque contagieuse. L'annonce officielle tombe comme un défi. Bâtir l'inimaginable, sans dette, sans filet, avec pour unique ressource la volonté collective. C'est un basculement total. Il ne s'agit plus de technique ni de soutien étranger. Le pari, c'est la cohésion. La capacité d'un peuple entier à se réinventer ensemble, du président au fermier, du jeune diplômé à l'ouvrier usé. Chacun désormais se retrouve face à la même question. Tout miser sur soi, est-ce folie ou génie ? Le Burkina Faso tout entier se tend, suspendu à cette promesse. La réputation nationale, déjà fragile, se joue dans chaque geste, sous les yeux du monde. Un faux pas et l'effondrement guette. Mais réussir, ce serait offrir un modèle inédit, prouver que l'on peut être maître de son destin. Dans le silence de ces 3 jours, un élan nouveau surgit. Les certitudes anciennes s'effacent. Plus rien n'est écrit d'avance. Le chantier n'est plus un simple projet. Il devient laboratoire de confiance, d'audace partagée. Et l'on se surprend à espérer si le vrai risque était, cette fois, la condition d'une renaissance. Mais avant de croire à ce miracle collectif, il faut comprendre d'où vient ce silence et comment il a préparé le terrain pour une telle rupture. Car tout commence avec une coupure brutale, vécue comme un choc national. Pourquoi vouloir tenter ce que tant d'autres considèrent hors de portée ? Au cœur du Burkina Faso, pays enclavé, tout incite à la prudence. Depuis de nombreuses années, la nation avance sur une arête étroite. L'erreur n'a presque plus de place. Chaque décision pèse lourd, car le moindre faux pas peut tout compromettre. À première vue, il s'agit simplement de relancer un chantier d'aéroport à l'arrêt. Mais l'enjeu véritable dépasse la construction. Il s'agit de rompre avec la dépendance au financement extérieur et à l'expertise imposée. Ce choix d'autonomie radicale, là où l'on attend l'assistanat, bouleverse les habitudes politiques et intrigue le monde. Le risque est colossal. Un échec ne serait pas seulement technique ou financier, il deviendrait un spectacle mondial, une preuve supplémentaire pour ceux qui doutent qu'une nation africaine puisse s'émanciper sans tutelle. Chaque retard, chaque improvisation, chaque hésitation serait scrutée, amplifiée, puis intégrée au récit dominant de l'impuissance. Pourtant, une promesse insoupçonnée circule. Ouvrir un horizon collectif, c'est l'idée simple qui se propage de village en village. Elle rallume, dans les campagnes, l'espoir d'une économie affranchie de la dette. Dans la capitale, elle questionne le rapport au pouvoir, à la créativité, à la capacité d'agir ensemble sans attendre de secours extérieurs. La marge d'erreur, minuscule, devient le moteur d'une mobilisation inédite. Dans l'absence de moyens comme dans le silence des machines, naît la possibilité d'un basculement. Ce n'est plus seulement une histoire de piste ou de terminal, c'est le test d'une souveraineté, la redéfinition d'un destin commun. Oser agir là où l'attente semblait une fatalité,
Oser coordonner et improviser là où tout paraissait figé par la dépendance. Voilà le véritable chantier. Si l'expérience échoue, le retour en arrière sera brutal. Préjugés confirmés, résignation, retour à la tutelle et perte d'une occasion unique d'affirmer la dignité collective. Mais réussir, c'est ouvrir une voie nouvelle, reproductible, fondée sur la cohésion sociale, l'ingéniosité locale, la volonté de bâtir sans dette. Ce pari mobilise ouvriers, étudiants, anciens soldats et chefs de village. Tous savent que l'enjeu dépasse les murs d'un aéroport. Il s'agit d'un horizon élargi, d'une réputation à reconstruire et d'un peuple qui refuse désormais de n'être que spectateur de son avenir. Pour comprendre comment ce pari audacieux a pris forme, il faut revenir à l'instant précis où tout a basculé. C'est là que l'histoire commence vraiment. Quand les machines font défaut, que reste-t-il ? Dans ce vide, tout a pris corps. Dès les premiers jours, une vague humaine a déferlé sur le chantier, sans convocation, sans plan ni uniforme. Ils arrivaient à pied, à vélo, parfois à dos d'âne, guidés par une rumeur devenue appel. Aucun ordre officiel, seulement une impulsion. Paysans, étudiants, artisans, tous poussés par la nécessité de prouver que l'impossible pouvait s'accomplir ici. Le chantier, d'abord pensé comme une opération technique, s'est transformé en organisme vivant. Les groupes se sont formés spontanément, par affinité ou compétence. Les décisions se prenaient mais sur place dans le tumulte des voix basses et des regards. Plus personne n'attendait de consignes venues d'en haut. Chaque difficulté était affrontée collectivement, sans hiérarchie. Même la gestion de l'eau, des outils ou des vivres s'organisait à l'instinct, au fil de codes informels, révélant une efficacité qu'aucun logiciel n'aurait anticipée. L'enthousiasme, cependant, s'est très vite heurté à la réalité la plus crue. Les banques ont gelé tous les comptes liés au projet, coupant d'un coup tout accès au fonds. Dans la foulée, plusieurs fournisseurs ont reculé, effrayés par l'incertitude et la pression venue de l'étranger. Le chantier risquait la paralysie. La solidarité pouvait s'effriter, engloutie par le manque de ressources. Pourtant, là où tout semblait s'arrêter, une riposte s'est inventée. Les équipes ont bricolé avec ce qu'elles trouvaient, moteurs usagés récupérés dans de vieux ateliers, pièces arrachées à des tracteurs hors d'usage, outils ressoudés à partir de ferraille. Les panneaux solaires, ordinairement prévus pour des maisons, ont été détournés pour alimenter lampes et chargeurs, offrant une autonomie inattendue. L'imagination comblait les absences du carnet de commandes. Contre toute attente, les premiers signes de réussite sont apparus. Chaque nuit, des lampes solaires projetaient leur lumière sur les abords du chantier, s'étendant peu à peu jusqu'au village voisin. La piste elle-même, visible depuis la colline, avançait plus vite que prévu. Preuve que la coordination spontanée, portée par une énergie brute, pouvait déplacer des montagnes sans aucun appui extérieur. La rupture avec l'ordre ancien était consommée. Un souffle d'autonomie parcourait désormais le pays. Ce chantier, censé dépendre du bon vouloir d'acteurs étrangers, révélait la résilience et l'ingéniosité d'une population décidée à ne plus attendre son destin de l'extérieur. Mais l'élan collectif n'était pas encore à l'abri. D'autres obstacles, plus insidieux, se profilaient en eux. La question de la durée et de la fatigue allait bientôt tester la solidité de cette mobilisation inédite. Quand l'impossible prend forme sous les yeux de tous, qui peut encore détourner le regard ? Les chiffres publiés ce matin laissent peu de place au doute. 42% des pistes sont déjà tracées, 27% des structures montées et l'intégralité de l'énergie puisée dans le soleil. Le projet a franchi le seuil de l'expérimental. Il transforme le quotidien, touche chaque foyer, bouleverse chaque habitude. Dans les villages, la nuit ne dicte plus sa loi. Les lampes solaires, issues du chantier, prolongent la vie après le coucher du soleil. Désormais, les enfants lisent, les artisans s'activent, les marchés bruissent jusqu'à tard, et la route relie des lieux longtemps séparés par l'obscurité. Pour la première fois, l'infrastructure n'est plus un rêve lointain, mais un outil forgé par la communauté elle-même. Ce succès, pourtant, divise. D'un côté, des voix s'élèvent. Elles dénoncent un populisme masqué, prétendant que le chantier camoufle ses failles derrière des symboles collectifs et des discours d'autonomie. En face, des défenseurs d'une souveraineté pragmatique voient dans l'absence d'endettement et la mobilisation locale une leçon pour tout le continent africain. La question s'impose, s'agit-il d'une audace éphémère ou d'un modèle capable d'ébranler les certitudes ? Au-delà des frontières, l'expérience intrigue. Des délégations venues du Niger, du Mali, du Tchad arpentent le chantier, notent les méthodes, échangent avec les volontaires. L'initiative burkinabé devient un précédent. Elle démontre que la dépendance n'est pas une fatalité, que la cohésion peut générer une puissance nouvelle. Les médias s'emparent du sujet. Pour les uns, c'est une illusion périlleuse.
Pour d'autres, la promesse réelle d'une émancipation continentale. Désormais, l'enjeu dépasse le chantier. Si ce pari échoue, il renforcera la mainmise extérieure et le scepticisme, persuadant beaucoup qu'aucune nation enclavée ne peut s'affranchir sans tutelle. Mais si la réussite se confirme, elle ouvrira un espace inédit d'autonomie, offrant à chaque pays la possibilité de réinventer ses propres règles. Le risque est absolu, mais l'opportunité l'est tout autant. Reste une question. Cette cohésion saura-t-elle survivre à l'épreuve du temps et se transformer en institution durable? Tous les regards se tournent vers la prochaine étape. Il s'agit désormais d'enraciner ce modèle, d'ancrer le rêve dans la vie ordinaire, pour qu'il ne disparaisse pas avec la première lumière du matin. L'heure est venue de tester la solidité de ce nouvel élan collectif, alors que le Burkina Faso s'apprête à franchir un seuil décisif. Les défis à venir mettront à l'épreuve la capacité de la communauté à préserver l'esprit d'innovation et d'unité qui l'a mené jusqu'ici. Bâtir, ce n'est pas simplement finir un chantier. À chaque étape, il s'agit de redéfinir les règles et d'élargir le champ du possible pour un pays prêt à miser sur ses propres forces. 5 grandes étapes dessinent la route à suivre. D'abord, canaliser l'énergie initiale. Celle qui a réuni des milliers de bras autour du projet doit devenir un moteur durable. Ensuite, transmettre les savoirs. Chaque geste appris sur le terrain doit se transformer en compétence pour que l'expérience d'aujourd'hui devienne l'expertise de demain. Troisième étape, l'industrialisation légère. Par petites séries, à l'aide d'ateliers mobiles et d'outils simples, chaque innovation locale remplace peu à peu l'importation, réduisant la dépendance. Quatrièmement, tisser des alliances africaines, relier les initiatives d'autres pays, échanger des méthodes, renforcer ensemble la souveraineté technique. Enfin, institutionnaliser la cohésion. Ce qui a émergé spontanément doit se structurer, comité de vigilance, réseau d'entraide, espace d'écoute pour éviter l'essoufflement et rendre l'élan reproductible. Chacune de ces étapes laisse une trace concrète. Modules de formation créés, outils produits localement, partenariats signés, forums citoyens lancés dans les villages. De cette façon, les symboles prennent racine dans le quotidien. L'infrastructure n'est plus un simple objet. Elle transforme l'éducation, inspire de nouveaux choix économiques, touche jusqu'aux expatriés qui retrouvent, même de loin, une fierté tangible. L'aéroport, ou tout autre chantier, devient une structure vivante, sans cesse adaptée, jamais figée dans la promesse ou le béton. Ce modèle n'est pas réservé à quelques figures héroïques. Chacun peut y trouver sa place. Ouvriers, enseignants, commerçants, étudiants ou membres de la diaspora. Il existe un levier d'action pour tous. L'enjeu est immense. Si l'élan collectif retombe, ce n'est pas seulement un chantier qui s'arrête, mais une occasion historique qui s'envole. Perdre cette dynamique, c'est retomber dans l'attente, la dépendance, la résignation. Mais chaque avancée, même minuscule, peut devenir une méthode. Peu à peu, par l'action partagée, une souveraineté nouvelle se bâtit, concrète, patiente, à l'abri des modes ou du regard extérieur. Reste à savoir comment cet élan pourra résister aux épreuves du temps et aux défis externes, car maintenir cette dynamique exige bien plus que des réussites ponctuelles. Et vous, comment franchir vos propres frontières sans attendre qu'on vous en donne l'autorisation? Cette interrogation résonne bien au-delà du chantier du Burkina Faso. Ce qui s'y est joué dépasse la construction d'une piste ou d'un terminal. Il s'agit d'un pari collectif, d'un peuple qui tente de prendre la main sur son avenir. Il serait tentant de réduire cette aventure à un cas isolé ou à une exception. Mais la vraie question, c'est peut-être de savoir si elle nous invite à repenser nos propres seuils d'audace. Prendre l'initiative, sans attendre d'injonction, c'est déjà rompre avec la logique de l'imitation et refuser la fatalité. On peut choisir d'ignorer cet élan, de demeurer spectateur d'un progrès dicté par d'autres, ou bien s'en emparer au risque de l'incertitude. Ici, le risque n'est pas seulement technique ou financier, il engage une posture face au désir de maîtrise. C'est le choix entre une stabilité sans surprise ou l'inconfort d'un saut créatif qui bouleverse l'ordre établi. Ce chantier n'a pas offert de solution miracle. Il a tendu un miroir, parfois brutal, sur nos réflexes quand il n'y a aucune garantie. Sommes-nous prêts à privilégier l'énergie collective à la sécurité individuelle, à miser, même temporairement, sur la coordination spontanée plutôt que sur le plan figé, sur la parole partagée plutôt que sur le contrat? Dans le désert burkinabé, les réponses ont pris la forme de gestes ordinaires, amplifiés par la force du regard collectif. Ce n'est pas la taille du projet qui a changé la donne, mais la capacité à transformer un vide en élan, une attente en chantier, un silence en promesse. Oser sans permission, c'est parfois réveiller une dignité enfouie sous les habitudes anciennes.
Et si la souveraineté, la vraie, ne se comptait pas en nombre d'appareils ou de kilomètres de béton, mais dans la capacité d'un peuple à inventer ses propres règles du jeu. En Afrique comme ailleurs, la question reste ouverte. Elle exige moins des slogans que la volonté d'essayer, d'oser, de s'approprier l'incertitude. Il ne s'agit pas ici de brandir un modèle unique, mais de reconnaître qu'à chaque époque, certains ouvrent la porte sans attendre l'ordre venu d'en haut. Ce chantier, par sa simple existence, invite à regarder autrement nos marges de manœuvre, à déplacer le centre de gravité de la dépendance vers la capacité. L'enjeu, finalement, n'est pas d'imiter le Burkina Faso, mais de sonder nos propres chantiers silencieux, ceux qui sommeillent en nous et attendent qu'on leur donne forme. Parfois, la révolution commence par une question simple. Pourquoi pas nous? Exemples concrets et parallèles historiques. Pour saisir la portée de ce choix, il suffit de se pencher sur d'autres moments de rupture. Dans l'Inde post-indépendance, la construction du barrage de Bakra Nangal fut un acte de foi collectif. Sans expérience préalable, le pays mobilisa ingénieurs, ouvriers et volontaires pour ériger ce qui allait devenir un symbole de la modernité indienne. Au Vietnam, durant la guerre, des villages entiers réparaient têtes et routes et ponts détruits par les bombes, souvent à la main, la nuit, pour que la vie continue. Au Burkina Faso même, l'histoire offre des précédents. Dans les années 80, sous la présidence de Thomas Sankara, des campagnes de reboisement, de vaccination, de construction d'écoles et de dispensaires virent le jour grâce à la mobilisation populaire. Ces initiatives, bien que souvent contrariées par l'extérieur, ont laissé un souvenir vivace, celui d'une capacité d'agir malgré la pauvreté matérielle. La réussite de tels moments ne tient pas seulement à l'élan initial. Elle repose sur la capacité à structurer cet élan, à le transformer en institution pérenne et en méthode transmissible. Lorsque le Rwanda a lancé ses programmes de développement après le génocide, le pays s'est appuyé sur le Umuganda, une tradition de travaux communautaires pour reconstruire routes, dispensaires et même relancer l'agriculture. Ce modèle inscrit dans la loi a permis de pérenniser l'énergie collective. Scénario pratique et étape d'appropriation. Pour que ce pari tienne dans la durée, il faut sortir de l'exception et entrer dans la routine. Imaginez un village où chaque samedi, un groupe d'habitants se réunit pour entretenir le système d'irrigation construit lors du chantier. Un autre groupe documente les innovations apportées, comment tel outil a été détourné, comment une panne a été surmontée. Petit à petit, ces micro-initiatives deviennent des modules de formation, enseignés dans les écoles techniques du pays. Des jeunes partis étudier à Ouagadougou reviennent transmettre ce qu'ils ont appris, créant une boucle d'apprentissage continue. Les ateliers mobiles, montés pendant la crise, deviennent des petites entreprises locales, capables de réparer, d'innover, d'adapter. Sur le plan régional, le succès du chantier attire des voisins. Des techniciens maliens viennent observer, proposent un échange de savoir. Des femmes du Niger, actives dans des coopératives agricoles, s'inspirent du modèle pour construire des greniers collectifs, en adaptant les techniques vues sur le chantier burkinabé. Au niveau institutionnel, le gouvernement formalise des journées nationales de l'initiative, où chaque commune présente ses réalisations collectives. Un fonds d'entraide est créé, financé par les économies réalisées sur l'absence de dette, pour soutenir d'autres projets communautaires. Défis et stratégies d'endurance. Mais la cohésion si précieuse n'est pas acquise pour toujours. L'histoire le prouve. Sans vigilance, l'élan collectif peut se dissoudre dans les routines, la lassitude, les conflits d'intérêts. La révolution des œillets au Portugal, née d'un élan populaire, s'est essoufflée quand la récupération politique a pris le dessus. Comment éviter ce piège? Par la transparence, rendre compte régulièrement des avancées, des difficultés, partager les résultats avec tous. Par l'inclusion, veiller à ce que chaque groupe, femmes, jeunes, anciens, minorités, ait sa voix dans la gouvernance des projets. Par l'innovation, ne jamais cesser de questionner les méthodes, d'expérimenter, de s'adapter. Un exemple, si la fatigue menace, organiser des relais, des périodes de repos, valoriser les contributions de chacun. Si la méfiance surgit, ouvrir des espaces de dialogue, inviter des observateurs neutres, publier des comptes rendus accessibles à tous. Impacts sociaux et culturels. Au-delà des infrastructures, c'est la société elle-même qui se transforme. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, des groupes de jeunes qui avaient l'habitude de migrer vers la ville en quête d'emplois précaires s'impliquent désormais dans le développement de leur propre communauté. Des femmes, jusque-là tenues à l'écart des grands chantiers, prennent la tête d'ateliers de fabrication de briques, de gestion de cantines collectives.
Dans les écoles, les enfants racontent à voix haute l'histoire du chantier, la fierté de voir leurs parents bâtir ce que l'on disait impossible. Les histoires de réussite circulent, se transmettent, deviennent des récits fondateurs. Le sentiment d'appartenance se renforce. Conclusion et question ouverte, le pari du Burkina Faso n'est pas un simple épisode d'actualité. C'est la tentative, fragile mais puissante, de redéfinir ce qui fait la force d'un peuple. Non pas la richesse matérielle, mais la capacité à s'organiser, à inventer, à bâtir ensemble. Alors la question demeure. Sommes-nous prêts, nous aussi, à tenter l'audace, à transformer nos silences en promesses, nos attentes en chantier? À chaque époque, la réponse appartient à ceux qui osent franchir le pas. À vous désormais